on va parler du coup du fonctionnement de la chaîne photosynthétique que vous aviez du coup à étudier hier. Le fonctionnement de la chaîne photosynthétique, elle est sur le même principe en fait que la chaîne respiratoire, c'est un ensemble d'oxydoréduction. Par contre, son fonctionnement, pour l'expliquer, il faut bien respecter les 3 étapes en fait que je vous ai mis. On verra, il faut pas l'expliquer comme on a envie de le faire au premier jet, c'est-à-dire de commencer en fait par la photooxydation de l'eau. Donc cette chaîne photosynthétique, en fait, elle va faire intervenir deux gros complexes que sont les photosystèmes. On avait vu cette notion de photosystème hier, organisé avec une antenne collectrice qui est autour en fait du centre réactionnel. Le premier photosystème à intervenir, c'est le photosystème 1. Et ce photosystème 1, il va permettre la création du pouvoir réducteur. Et finalement, ce pouvoir réducteur, c'est ce qui est à la fin de la chaîne, puisqu'on va avoir finalement l'accepteur final des électrons. Donc, expliquer en fait la chaîne photosynthétique, c'est finalement partir de la fin de l'histoire et remonter l'histoire au fur et à mesure. Alors, diapositive 70, là, j'ai symbolisé du coup le photosystème. Le photosystème 1 associé avec son antenne collectrice. Donc, vous avez vu que sur le schéma, en fait, je me suis amusé à mettre le plus éloigné du cœur du photosystème. J'ai mis en orange pour symboliser du coup qu'en périphérie, ce sont plutôt les caroténoïdes. Ensuite, j'ai mis une couleur plus verte pomme, c'est la chlorophylle B. Et ensuite, j'ai mis une barre ici qui est la chlorophylle A1. Donc tout ça, j'ai mon antenne collectrice et à un moment donné, j'ai un photon qui tombe dans cette antenne collectrice. Donc là, par exemple, le photon est tombé sur un caroténoïde que j'ai noté pigment 1. Il se fait exciter, pigment 1 étoile, et il va se désexciter ce pigment 1 étoile pour retourner au pigment 1, et ça, il va transmettre l'énergie au pigment 2 qui va s'exciter à son tour. Et on va avoir comme ça une chaîne, alors c'est ce qu'on appelle de la résonance, et on va avoir comme ça de la résonance jusqu'à un pigment N qui s'excite, pigment N étoile, et qui va se désexciter en transmettant l'énergie à la chlorophylle A du centre, à une des deux chlorophylles A du centre réactionnel qu'on appelle P700. P700, c'est pour paires de chlorophylle A qui ont un maximum d'absorption à 700 nanomètres. Et donc, la chlorophylle A, finalement, s'excite de ce centre réactionnel et elle va se désexciter, non pas en faisant de la résonance, mais en faisant un transfert photochimique, en s'oxydant, en perdant un électron. À ce moment-là, l'électron va être transmis à un certain nombre d'intermédiaires dont il ne faut pas connaître l'existence, ce qu'on appelle une chlorophylle A0, une chlorophylle A1, puis ensuite 3 clusters fer-soufre, et le tout va être transmis en fait à la ferrédoxine, qui est une protéine qui va passer d'un état oxydé à un état réduit. Son ion Fe3+, passe sous forme de Fe2+. Ensuite, cette ferrédoxine va, en fin de compte, se réoxyder. Fe2+ passe en Fe3+, en perdant un électron qui est récupéré par du FAD et qui devient du FADH2 en piquant finalement 2 protons au stroma pour ensuite redevenir du FAD et du coup ces électrons et ces protons au NADH, au NADP+, qui donne du NADPHH+. Et donc ici, j'ai créé du coup du pouvoir réducteur. J'ai créé des coenzymes d'oxydoréduction réduits. Alors ici, j'ai mis les coefficients stoichiométriques. Vous voyez que de temps en temps, j'ai mis x4 et de temps en temps, j'ai mis x2. Ça, c'est pas à savoir, mais simplement, comme j'ai eu une question, je crois, de Blandine sur cet aspect-là, en fait, là, je vois bien que j'ai arraché un électron. Or, à la fin, je veux faire 2 NADP+, pour donner 2 NADPHH+. En tout, il me faut finalement 4 protons. Vous les voyez du coup ici, qui sont pris dans le stroma. Et il faut du coup 4 électrons. Donc, ça veut dire que pour arracher 4 électrons, il faut que ce processus-là, je le répète finalement 3 fois, qu'il ait lieu 4 fois pour arracher 4 électrons et qu'il a fallu aussi avoir
4 ferrédoxines et il a fallu par contre des FNR, des complexes FNR, il en a fallu que 2, puisque la FAD prend en charge 2 protons et 2 électrons. Donc, bon, vous embêtez pas avec ces coefficients stoichiométriques. Nous, ce qu'on va retenir, c'est simple, c'est la diapositive 71, où on va justement voir, où j'ai résumé simplement que 4 photons sont absorbés au niveau de l'antenne collectrice et débouchent finalement par la réduction de 2 NADP+, en 2 NADPH+. Donc là, j'ai mon accepteur final des électrons et je vais remonter ma chaîne progressivement au cours là de mon exposé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non. Alors, je me retrouve du coup à la fin de cette première étape. Et ben effectivement, j'ai du pouvoir réducteur, mais je me retrouve aussi avec des chlorophylles A qui sont dans le photosystème, qui ont été oxydés et du coup qui ont une charge plus, donc de la chlorophylle A+. Il va falloir du coup les régénérer, c'est la deuxième étape. La régénération, pareil ici, c'est un processus dont le processus détaillé ne doit pas être connu, mais il va impliquer, je suis à la diapositive 72, un deuxième photosystème qui est le photosystème 2, toujours avec son antenne collectrice, avec son centre réactionnel qui est noté la P680, puisque la perte de chlorophylle A de ce centre, en fait, a un maximum d'absorption à 680 nanomètres. Et j'ai le même principe, donc je ne vais pas le détailler, 4 photons qui sont absorbés, de la résonance dans l'antenne collectrice, et à la fin, la chlorophylle A s'excite, chlorophylle A étoile, qui se désexcite en libérant un électron qui est transmis à la phéophétine. Et cette phéophétine, en fait, va du coup acquérir une charge moins en ayant du coup récupéré cet électron. Et cette phéophétine va s'oxyder, donc elle se débarrasse de cet électron qu'elle donne finalement à la plastoquinone qui va récupérer aussi des protons dans le stroma et donner de la PQH2, donc de la plastoquinone cette fois-ci réduite. Donc vous avez aussi les coefficients stoichiométriques et on doit obtenir 2 plastoquinones PQH2 réduites, et pour cela il nous faut aussi 4 photons. Donc diapositive 73, on ne retient simplement sur ce PS2 arrivé de 4 photons et du coup on va réduire finalement à la phéophétine la plastoquinone PQ qui donne PQH2. Et pour cela, comme ça se passe 2 fois, on prélève plutôt 2 protons dans le stroma. Alors, les diapositives 74 et 75 font intervenir un troisième gros complexe après ces photosystèmes. Donc, ces 2 photosystèmes, photosystème 1 et photosystème 2, sont de très gros complexes qui sont plutôt immobiles dans la membrane thylakoïdienne. Et on a un autre complexe qui est immobile, c'est le complexe cytochrome B6F. Et ce cytochrome B6F, va effectuer finalement un cycle Q qui est tout à fait similaire à celui qu'on avait vu en fait par le complexe aussi cytochrome BC1 qu'on avait vu en fait dans la mitochondrie. Donc ce cycle Q commence par une première étape, c'est la diapositive 74. Donc on voit, comme on avait vu le vendredi avant le confinement, qu'une première PQH2 en fait arrive au niveau du cytochrome B6F. Elle se fait, ce PQH2 en fait se fait du coup oxyder. Elle perd du coup 2 électrons et 2 protons. Les 2 protons sont expédiés dans le lumen alors qu'un électron part dans le cytochrome B6F et finit sur la plastocyanine qui voit son ion Cu2+ devenir un ion Cu+. Il est du coup réduit. Et le deuxième électron, en fait, passe par le cytochrome B6 et va, en fin de compte, semi-réduire une plastoquinone PQ qui était à l'état oxydé et qui devient PQ-, qui est semi-réduite. C'est la première étape. La deuxième étape, une deuxième PQH2 se fait du coup oxyder. Pareil, on a exactement la même chose, mais là, cette fois-ci, le deuxième électron part sur PQ- et devient PQH2 avec, en utilisant 2 protons qui sont piqués au stroma. L'ensemble, je l'ai résumé sur la
diapositive du coup 76, où on voit que finalement on a deux PQH2 qui sont, on a PQH2 qui est qui est réduite, qui est oxydée, excusez-moi, et on va du coup réduire du coup des plastocyanines par l'intermédiaire du complexe cytochrome B6, B6F. Deux protons du stroma ont été consommés et j'ai 4 protons qui ont été envoyés dans le lumen. Du coup, diapositive 77, nous, ce qu'on va vraiment retenir à votre programme. Donc, vous devriez connaître en fait les deux étapes, mais néanmoins, je pense qu'aucune des leçons ni aucune synthèse ne vous permettra véritablement d'aller jusqu'à ce détail-là. Donc, comprenez, il faut surtout comprendre ce cycle Q, être capable de l'expliquer, hein, mais de là à connaître par cœur le schéma et pouvoir redonner ce schéma-là, je pense que vous n'en aurez jamais le temps. Par contre, ce qu'on retient, c'est la diapositive 77, donc où j'ai symbolisé du coup la fin du cycle Q, hein, puisque j'ai fait une flèche de PQH2 pour retourner à PQ, ce qui m'a permis du coup ici, via le cytochrome B6F, de réduire du coup la plastocyanine OX qui devient plastocyanine RAID, donc réduite. Et on a des transferts de protons, hein, 4 protons qui sont consommés dans le stroma et 8 protons qui sont envoyés finalement dans le lumen avec la stéchiométrie en fin de compte respectée. Ce qui reste ensuite, ici, ma plastocyanine va tout simplement ensuite être oxydée et du coup transmettre du coup ces électrons à la fameuse chlorophylle A du centre réactionnel qui était plus et qui récupère du coup un électron et qui se régénère en chlorophylle A normale. Donc le photosystème 1, il a été régénéré, il peut du coup refonctionner. Le photosystème 2, quand on a fait cette on a terminé cette deuxième étape qui était la régénération du photosystème 1, notre photosystème 2, il se retrouve avec des chlorophylles A qui sont elles aussi, qui ont perdu un électron, qui sont plus et qu'il va falloir régénérer. Et donc cette régénération, c'est la troisième étape et elle se fait par un complexe qui s'appelle le complexe Z. Je suis à la diapositive 78 et en fait, ce complexe Z, il va oxyder l'eau, donc H2O passe sous forme de O2 et les électrons vont être récupérés par 4 ions MnK+, des ions manganèse, qui vont passer sous forme de Mn3+. Puis ensuite, ils vont se réoxyder et transmettre du coup ces électrons en fait à la chlorophylle A+ du photosystème 2 qui devient chlorophylle A, qui se régénère. Et du coup, notre photosystème 2 est régénéré. Donc, diapositive 79, on se rend compte que finalement, mon donneur initial, c'est bien l'eau et que l'accepteur final des électrons, les électrons finissent au niveau du NADP+, pour donner du NADPH, H+. Et on a toute la chaîne qui est ici. Et donc, c'est là où j'attire votre attention. Beaucoup d'étudiants commencent, quand ils ont fait au tableau ou dans leur synthèse leur chaîne photosynthétique, ils commencent par l'eau est oxydée en O2 et ils détaillent ensuite toute la chaîne comme ceci. Ça peut pas marcher. Si vous mettez de l'eau, l'eau s'oxyde pas comme ça par hasard en fait pour donner de l'O2. En fait, le début de l'histoire, il est ici et il doit toujours commencer par les photons. Et donc, c'est pas ces photons-là qu'il faut commencer au niveau du photosystème 2, mais c'est vraiment au niveau du photosystème 1 qu'il faut commencer. Donc, il faut dire, si vous devez détailler cette chaîne photosynthétique, il faut commencer par, il y a l'absorption de 4 photons, ce qui permet d'arracher des électrons à notre photosystème au niveau des chlorophylles A. Les électrons sont transmis à la ferrédoxine et la ferrédoxine transmet ces électrons au NADP+, qui donne du NADPH+. Vous avez du coup traité de la première étape. La chlorophylle A qui a perdu des électrons doit être régénérée. Il faut alors à ce moment-là poursuivre l'histoire par 4 photons sont absorbés au niveau du photosystème 2, ce qui arrache du coup les électrons à la chlorophylle A du centre réactionnel, qui les transmet à la phéophytine, puis à la plastoquinone, puis au cytochrome B6, puis à la plastocyanine, qui les transmet à la fin au photosystème 1, qui régénère finalement ces chlorophylles A de plus
elles vont repasser sous forme de chlorophylle A. Dernière étape, il faut régénérer les chlorophylles A+ du photosystème 2. Et ben, on va oxyder du coup H2O en O2 et transmettre les électrons par le complexe Z à ces chlorophylles A+ qui deviennent chlorophylle A. Est-ce que vous avez des questions sur cette chaîne photosynthétique? Est-ce que vous avez bien compris comment il faut la raconter? Moi, je voulais juste savoir par rapport, je sais pas si vous l'avez dit, mais les plus et les étoiles pour le P70, par exemple, ça Oui. signifie quoi, Alors, P70? ça signifie quoi? En fait, ça fait référence à ça, comment, Perrine? C'est Perrine, hein, je crois. Oui, Ça fait référence à la diapositive 66. En fait, quand il y a une petite étoile, ça veut dire que ton pigment, il est excité. Donc, par exemple, sur ma diapositive 66, tu vois, le pigment 1, quand il reçoit des photons, il est excité et on note pigment 1 étoile. En fait, un de ces électrons, au lieu d'être dans son orbital de base, eh ben, il se situe dans une orbitale plus éloignée et donc, du coup, dans un état moins stable, dans un état excité. Et et la chlorophylle du centre réactionnel, quand elle est excitée, elle a la capacité de se désexciter, hein, c'est le processus 4C, en perdant un électron. Et donc, si la chlorophylle perd un électron, ça veut dire qu'elle acquiert forcément une charge plus. Donc, chlorophylle A ou pigment sans rien noter, ça veut dire que c'est un pigment qui est dans un état fondamental, enfin, c'est un pigment qui n'est pas excité, qui est dans un état fondamental. Un pigment avec écrit une petite étoile comme chlorophylle A étoile, ça veut dire que le pigment est excité. Et quand il y a un petit plus, ça veut dire en fait que la molécule elle a perdu, qu'elle a acquis du coup une charge plus. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Perrine? merci. C'est bon? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la chaîne? Non? Alors, si vous avez compris cette chaîne, donc en diapositive 79. Alors moi, je vous conseille plutôt de prendre le schéma en diapositive 82 parce qu'il est complet, hein. Il y a aussi les notions de couplage qui est présent. Mais ce schéma-là, c'est le schéma patate. Hein. C'est le schéma, on a un schéma équivalent en fait au niveau de la chaîne mitochondriale, hein, un schéma patate identique. Le deuxième schéma ou la deuxième illustration que vous devez savoir, diagramme. Le diagramme avec les potentiels redox. Il est en diapositive 80. Et donc ici, regardez, j'ai mis mon échelle vert parce que je sais que les électrons vont dans le sens des potentiels redox croissants. D'accord? Et en fait, eh ben, ici, j'ai représenté, vous devez savoir quelques potentiels redox, notamment H2O, hein, notamment NADP+. Hein, ces deux-là, de toute façon, vous les retrouvez, enfin, vous retrouvez la version sans phosphate, hein, NAD+, dans la chaîne mitochondriale, mais vous devez connaître moins 0,32 et plus 0,82. Ce qu'il faut connaître aussi, alors peut-être pas les chiffres, mais retenez à peu près des ordres d'idées. Hein, on est autour finalement de moins 1 pour les photosystèmes excités, alors que pour les photosystèmes, les paires de chlorophylle des photosystèmes non excités, on est autour, allez, on peut dire de plus 0,9. Hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien que nos électrons, ils sont transférés depuis l'eau, finalement, jusqu'au NADP+. Et ben regardez, si je traçais ce trajet, on voit bien que je suis en train d'aller vers le haut. Donc, autrement dit, d'aller vers des potentiels redox les plus faibles. Et donc, du coup, ça, c'est pas spontané. Ça respecte pas la règle du gamma. Et on voit bien que, eh ben, finalement, ce sont ces étapes-là, hein, les espèces de sauts là qu'on a à chaque fois P680 à P680 étoiles, qui permettent, en fin de compte, de faire cette réaction non spontanée. Et ces sauts, en fin de compte, ils sont déclenchés par quoi? Eh ben, par l'absorption des photons. Donc, si je prends cette diapositive 80 et que je raconte mon histoire, ben, c'est pareil. Je dois partir de cet événement-là, hein, l'absorption des photons sur P700. Si j'absorbe des photons au niveau de P700, et ben, du coup, je fais une sorte de saut et je récupère des chlorophylles A de P700 excités, ce qui va me permettre de transmettre sans aucun souci les électrons à la ferredoxine, puis au NADP+. D'accord? Et donc, on voit bien que c'est ce saut-là
qui me permet du coup ensuite de faire les transferts qui sont notés en rouge et qui sont des transferts spontanés. Alors que ce saut-là, je l'ai mis en bleu, c'est un transfert qui est non spontané, mais il se fait grâce à l'apport d'énergie des photons. Une fois que j'ai du coup transmis les électrons, et ben, mes chlorophyllas du P700 ont perdu des électrons, et ben, je vais les régénérer grâce à l'absorption de photons sur P680, les chlorophylles A du centre réactionnel du photosystème 2, qui vont faire aussi un saut au niveau des potentiels redox. Et à ce moment-là, eh ben, je peux transmettre de façon spontanée des électrons à la phéophétine, à la plastoquinone, au complexe cytochrome B6F, à la plastocyanine, et mes électrons finissent finalement au niveau de P700 et la chlorophylla qui avait perdu des électrons redevient une chlorophylle A classique. Je vais régénérer ensuite, je vais régénérer mes chlorophyllas qui ont perdu les électrons au niveau du centre réactionnel P680, au niveau du centre réactionnel de mon photosystème 2, par l'oxydation de H2O qui transmet ces électrons, qui donne du coup de l'O2, qui transmet ces électrons au complexe Z, qui va ensuite transmettre ces électrons à P680. D'accord? Et je vois bien ici qu'en calculant mon delta RG0' entre H2O et NADP+, je trouve bien une variation qui est positive, plus 220. Donc, c'est bien quelque chose qui est endergonique, qui est non spontané et qui se fait parce qu'on a l'absorption d'énergie, l'apport d'énergie par l'absorption des photons. Est-ce qu'il y a des questions sur ce diagramme? Pas de questions? Alors, ici, je passe à la diapositive finalement 81. On voit finalement qu'on a bien un transfert des électrons depuis finalement, je l'ai mis en pointillé, depuis finalement H2O qui est le donneur initial d'électrons jusqu'à l'accepteur final des électrons qui est du coup NADP+, et qui devient NADPH, H+. Cette diapositive-là, 80 du coup 1, on voit aussi un parallèle par rapport à la chaîne de transport d'électrons respiratoires. On voit bien que comme elle a des gros complexes qui sont immobiles. Alors, chez la chaîne respiratoire, il y avait 4 gros complexes. Là, il y en a 3. C'est le photosystème 1 et 2, plus le complexe cytochrome B6F. Et entre les deux, vous avez des petites molécules qui sont mobiles et qui font le lien, notamment la plastoquinone et la plastocyanine. Plastoquinone qui est une molécule liposoluble et qui du coup va se balader dans les membranes, et la plastocyanine qui est une molécule qui est faiblement liée à la face luminale de la membrane des thylakoïdes et qui va pouvoir elle aussi se balader. La ferredoxine, elle pareil, elle peut aussi se balader, sauf qu'elle est liée de façon faible, mais au niveau de la face stromatique, au niveau de la face de la membrane qui est au contact du stroma. D'accord? Cette chaîne photosynthétique, on voit bien que elle permet de créer du pouvoir réducteur, mais elle transfère aussi, finalement, elle crée un gradient de protons puisqu'on consomme des protons. Regardez, là 4, là aussi 4 et ici aussi 4. On consomme 12 protons du stroma, 4 et 4, donc 8 au niveau du cycle Q et 4 au niveau de la réduction du NADP+ en NADPHH+. Et au contraire, au niveau du lumen, on voit qu'elle en récupère 4 protons avec la photooxydation, avec l'oxydation de l'eau, et 8 sont transférés via le cycle Q. Donc finalement, 12 protons sont consommés, vont disparaître dans le stroma, et 12 vont apparaître finalement dans le lumen. Donc, on crée un lumen, l'intérieur des thylakoïdes, qui va être beaucoup plus acide. On est à pH 5, alors que le stroma sera à pH 8. Et on a du coup l'accumulation aussi de charge plus sur la face du coup luminale, alors que la face stromatique, elle va avoir des charges moins. Donc, autrement dit, on crée, on voit d'ailleurs une petite DDP de 30 millivolts. On crée finalement un gradient de protons de part et d'autre de la membrane thylakoïdienne. Et ce gradient de protons est exploité in fine, à la fin, par l'ATP synthase
qui va permettre du coup de régénérer de l'ATP en phosphorylant du coup l'ADP. Et cet ATP, cette phosphorylation de l'ADP se fait au niveau du stroma. Donc ici, on a créé du pouvoir réducteur, on a créé aussi de l'ATP, mais pouvoir réducteur et ATP seront en fait utilisés sur place. On verra ça dans le dernier chapitre. Ils sont utilisés dans le pour faire tourner en fait le cycle de Calvin et du coup réduire le CO2 pour former des glucides qui seront de formule non pas CO2 mais C6H12O6. Donc autrement dit, on a bien récupéré des protons et des électrons puisqu'il y a des H qui apparaissent par rapport au CO2, par rapport à la formule du CO2. Sur les couplages, diapositive 82, on voit en fait que au niveau des deux photosystèmes, c'est-à-dire à ce niveau-là, sur les parties qui sont en verte de la diapositive 80, où on a le passage en fait de P680 à P680 étoiles ou P700 à P780 étoiles, là, on voit bien que en fait, au niveau des deux photosystèmes, on utilise l'énergie lumineuse pour faire finalement, pour provoquer du coup de l'oxydoréduction, puisqu'on arrache des électrons au chlorophylle A. Donc, on a bien affaire à un couplage photochimique, c'est-à-dire qu'on fait bien des réactions de l'oxydoréduction qui normalement ne devraient pas se faire grâce finalement à l'énergie lumineuse. Donc, on est bien dans un couplage photochimique. Je vous rappelle que le premier mot, c'est toujours la transformation exergonique et que le deuxième mot, c'est la transformation qui est permise par cette transformation exergonique, donc la transformation en dergonique. Au cours de la chaîne photosynthétique, on a de l'oxydoréduction et cette oxydoréduction permet des transferts finalement de protons. On consomme des protons, on transfère des protons finalement du stroma vers le lumen contre leur gradient. Donc là, on a finalement, c'est grâce à l'énergie électrochimique des réactions d'oxydoréduction que l'on crée, que l'on entretient le gradient finalement de protons, que l'on accumule de l'énergie osmotique. Donc là, on a bien affaire à un couplage chimio-osmotique. Et donc, si je prends toute ma chaîne, je vois bien que finalement, si je fais un couplage photochimique et un couplage chimio-osmotique, à la fin, c'est comme si l'énergie lumineuse se retrouvait finalement dans le gradient de protons. Donc, on ferait un couplage au niveau de la chaîne qui serait photo-osmotique. On a, à côté de cette chaîne, elle est associée à l'ATP synthase. Et l'ATP synthase, elle utilise l'énergie osmotique du gradient de protons pour fabriquer de l'ATP, pour régénérer de l'ATP plutôt. Donc, autrement dit, pour transformer cette énergie osmotique en énergie chimique contenue dans l'ATP. Donc là, on a un couplage osmochimique qui est d'ailleurs une conversion. À chaque fois, ce sont d'ailleurs des conversions puisqu'on change de forme d'énergie. Et au total, si je prends mes trois parties, ma chaîne plus mon ATP synthase, finalement, c'est l'énergie de la lumière, des photons, qui se retrouve dans l'ATP. On a bien un couplage final photochimique. Par contre, ce couplage, il est indirect. C'est-à-dire que si vous mettez de l'ADP et du PI avec de la lumière, il n'y aura pas de phosphorylation parce qu'il manque toute la chaîne, parce qu'il manque l'ATP synthase. En fait, c'est un couplage qui est indirect. Est-ce qu'il y a des questions sur ces notions, sur ces diagrammes énergétiques, le diapositive 80 ou sur la diapositive 82 qu'il faut connaître et sur ces notions de couplage? Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi du coup on dit que l'H2O c'est le donneur initial d'électrons alors que, en fin de compte, c'est ce qui arrive à la toute fin. Alors, c'est ce qui arrive à la toute fin en termes de chronologie. Mais je te prends une histoire. Je l'ai noté d'ailleurs sur Si je prends par exemple un élève 1 qui emprunte 1 euro un jour à l'élève 2. D'accord? Tu es d'accord? L'euro, c'est les électrons. Tu es d'accord avec moi que l'élève 1 qui emprunte finalement 1 euro à l'élève 2, l'élève 1 finalement, c'est lui qui récupère l'euro, donc ce serait du NADP+, et l'élève 2,
qui donne finalement cet euro, eh ben, on pourrait considérer que c'est, par exemple, le photosystème 1. D'accord? Et donc, on pourrait dire, bah, le donneur d'électrons, finalement, c'est le photosystème 1, c'est l'élève 2. Mais le deuxième jour, pour se refaire, l'élève 2, il emprunte 1 euro à l'élève 3. Donc, l'élève 3, en fin de compte, il représente, si tu veux, le photosystème 2. Et donc, le donneur d'euros, finalement, dans l'histoire, celui qui perd 1 euro, 1 électron, c'est le photosystème 2. C'est plus le photosystème 1 qui s'est régénéré. D'accord? Sauf que, troisième jour, eh ben, ce troisième élève, il emprunte 1 euro à un quatrième élève. D'accord? Pour se régénérer, pour se refaire. Ben, ça veut dire que ce quatrième élève, c'est H2O. Et si je répète mon histoire, ben, qui va s'enrichir? Qui finalement va récupérer tous les zéros de l'élève? C'est le NADP+. Et qui c'est qui finalement donne tous les zéros qui va s'appauvrir? Eh ben, c'est l'élève 4, c'est-à-dire H2O. Donc, en gros, oui, quand tu racontes l'histoire, eh ben, tu la racontes de façon un peu anti-chronologique, d'accord? Mais c'est comme ça que ça fonctionne d'un point de vue thermodynamique. Mais quand tu prends un peu de hauteur et que tu regardes ce qui se passe au fur et à mesure du temps, eh ben, celui qui donne finalement ses électrons et ses protons, c'est bien H2O, d'accord? Hein, les électrons qui sont, enfin, en tout cas ces électrons, les électrons qui sont libérés par l'oxydation de H2O donne O2. À la fin, tout à la fin, ils finissent dans NADP+, qui donne NADPH, H+. Est-ce que tu as compris, Oriane? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la dernière diapositive que enfin, l'avant-dernière diapositive, et ben, c'est la diapositive 3. C'est une diapositive qui est très importante hein, parce qu'elle donne le cadre de tout le métabolisme. Vous avez toutes les notions clés et nous, on va simplement faire des zooms. Hein. Donc ici, bah, c'est un schéma que je vous avais donné en fait à la fin du TP SV3. Hein, donc, vous avez un chloroplaste avec ses deux membranes, son espace intermembranaire, donc son enveloppe, et vous avez des membranes internes qui s'appellent des thylakoïdes. Certains sont empilés, c'est les thylakoïdes granaires, d'autres sont beaucoup plus longs, hein, c'est les thylakoïdes intergranaires. J'ai localisé en fait sur cette diapositive du coup la chaîne photosynthétique et on voit bah, que j'ai effectivement couplé l'oxydation d'H2O en O2, qui est du coup un déchet, avec la réduction du NADP+, qui donne du NADPH+, et j'obtiens du pouvoir réducteur qui est de l'énergie électrochimique. Et j'ai pour cela utilisé les photons, qui est de l'énergie lumineuse, et à ce moment-là, j'ai couplé petit 1, j'ai fait un couplage photochimique. D'accord? Ça me permet de transférer des protons dans le lumen des thylakoïdes, et du coup, ici, petit 2, j'ai bien couplé mes réactions d'oxydoréduction, donc du chimio, pour faire un gradient, hein, pour transférer des protons contre leur gradient et donc faire de l'énergie osmotique. J'ai fait un couplage chimio-osmotique. Hein. Donc, ma chaîne, au total, finalement, ce serait une couplage, si je faisais le total de 1 et de 2, ce serait un couplage photo-osmotique. J'ai créé un gradient. Ce gradient, je l'exploite à travers l'ATP synthase et en exploitant cette énergie osmotique, je régénère de l'ATP, je phosphoryle l'ADP. Donc, autrement dit, je fais de l'énergie chimique, je transforme, je convertis de l'énergie osmotique en énergie chimique. C'est un couplage osmochimique. Et au total, au niveau de la phase photochimique, eh ben, j'ai un couplage photochimique puisque l'énergie lumineuse se retrouve dans l'énergie chimique de l'ATP. Et on voit que l'ATP est ensuite utilisé, le pouvoir réducteur est aussi utilisé pour faire tourner le cycle de Calvin, hein, qu'on verra du coup dans le chapitre 4. Et donc là, je vais du coup réduire le CO2 pour donner des trioses phosphates qui donneront ensuite des hexoses. Donc, je vais utiliser l'énergie électrochimique du pouvoir réducteur, l'énergie chimique de l'ATP pour faire de l'énergie chimique, pour retrouver cette énergie chimique dans les thiosphosphates. Je fais bien d'un couplage chimio-chimique. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette diapositive? Et on voit bien que les phases ou thermochimiques sont couplées et sont couplées par justement ces coenzymes NAD, P et ATP, ATP. C'est bon? Dernière petite
précision, et sur ma chaîne photosynthétique, je suis à la diapositive 85. On avait dit que le PQ et la plastocyanine étaient des molécules qui étaient mobiles, mais il y avait aussi la ferredoxine. Et la ferredoxine, normalement, son rôle, si je reprends la diapositive en fait 82, on voit qu'elle transmet normalement ses électrons au NADP+. Mais comme elle est mobile, elle peut aussi les transmettre, en fait, cette ferredoxine, à la plastoquinone, à PQH2. On voit bien, regardez, diapositive 84, que si je transfère les électrons de la ferredoxine à la plastoquinone, je vais bien dans le sens, regardez, d'une chute dans mon diagramme, mais en réalité dans le sens d'une augmentation des potentiels redox. Donc, je fais bien quelque chose qui est spontané, qui peut se faire. Et à ce moment-là, regardez, je vais faire un cycle, un transfert de mes électrons qui va être cyclique, puisque à chaque fois, finalement, je repasse par le photosystème 2. Par contre, ce transfert qui est cyclique par rapport à la diapositive 80, qui est un transfert acyclique, cette diapositive 4, ce transfert cyclique, on voit que il ne permet pas de fabriquer de pouvoir réducteur. Par contre, il ne fabrique pas d'O2. Par contre, il va entretenir, puisqu'on passe par le cytochrome B6S et qu'on va faire le cycle Q, il va entretenir le gradient. Donc, diapositive 85, on voit qu'en réalité, sur ce transfert cyclique des électrons, qu'on entretient le gradient et donc, du coup, on peut faire de l'ATP. Par contre, on ne fait pas de pouvoir réducteur et on ne fait pas d'O2. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? En fait, ce transfert cyclique, il intervient surtout quand on a à des conditions très ensoleillées. Si on a des conditions qui sont très ensoleillées, la plante, elle tomate. Ça veut dire qu'elle ne fournit plus de CO2 au cycle de Calvin. Je vais revenir à la diapositive 83. Si le cycle de Calvin ne plus, du coup, à un moment donné, on va plus pouvoir passer de NADPH+ à NADP+. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de NADP+, et que la chaîne photosynthétique qui continue à travailler, elle ne peut plus transférer ses électrons au NADP+. Et donc, à ce moment-là, elle risquerait de transférer ses électrons, en fait, à l'O2 et former ce qu'on appelle de l'O2-, un radical libre et qui est très toxique pour la cellule. En passant en mode cyclique, la chaîne photosynthétique, à ce moment-là, elle ne produit plus d'O2 et donc, forcément, on peut plus fabriquer en fait ces radicaux libres et ça permet de faire tourner quand même la chaîne photosynthétique. On n'obtient pas de pouvoir réducteur, mais on s'en fiche puisque de toute façon le cycle de Calvin ne peut plus tourner et on continue quand même à fabriquer de l'ATP et du coup à fournir de l'énergie à la cellule. Est-ce que vous avez compris sur ce cycle cyclique et non pas acyclique? On le réutilisera dans le chapitre 4, ce cycle. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, du coup, on en a terminé là. Donc, vous voyez bien quasiment 40 minutes. Donc, aujourd'hui, vous avez à étudier des expériences qui vont vous montrer comment on a montré qu'il y avait bien le gradient de protons entre la chaîne et les ATP synthase, c'était un couplage de l'ATP synthase et des chaînes de façon indirecte par le gradient de protons. Et vous avez aussi à regarder quelques petites notions en fait sur la force protomotrice et leur évaluation sur la chaîne. Et à la fin, sur la mitochondrie et sur le chloroplaste. C'est aujourd'hui l'avant-dernier à regarder. Demain, enfin ce soir, je vous envoie en fait la dernière partie de cours. Et donc, ça veut dire que on a bientôt fini du coup ce chapitre 3. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous souhaite une bonne journée et je reste à votre en fait pour répondre à vos questions.